Comment ils vont? C'est moi ou la saison 2023 de Formule 1 n'a jamais été aussi près? J'espère que vous êtes chaud parce que ça va envoyer du lourd très vite là. Les livrets c'est bien beau, on s'est bien amusé, mais ces voitures on veut les voir rouler. De jeudi à samedi soir, on aura droit aux essais hivernaux de cette saison 2023 de F1. Les pilotes sont dans les starting blocks, les équipes font face à des enjeux énormes, et surtout, on devrait avoir pas mal de billes sur les forces en présence en vue de Bahreïn à l'issue de ces tests. Dans cette vidéo, on parle des sujets chauds à connaître avant cette session, de ceux qui seront sous pression, je parlerai un peu des voitures dans le détail, des enjeux de ces 3 jours, sans oublier un petit point sur Drive to Survive saison 5 qui sort vendredi. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que oui, ça y est, on y est. La saison va reprendre et t'es toujours pas abonné. Je sais, je te vois regarder les vidéos sans cliquer sur le bouton rouge là. N'aie pas peur de kiffer, clique sur la clochette. Allez, bonne vidéo. Nous entrons dans une période très importante de la saison. Alors elle est courte, certes, mais vous devez tout savoir dessus. Bien entendu, je parle des essais hivernaux alias les essais de pré-saison, qui auront lieu du jeudi 23 au samedi 25 février prochain. Donc 3 jours d'essais, vous l'aurez compris. 2 séances par jour pour être plus précis, une le matin, une l'après-midi. C'est quoi l'objectif? Eh bien c'est simple, être prêt pour le premier Grand Prix à Bahreïn. Pour les pilotes et les équipes, c'est un moment hyper important. Ne vous y trompez pas, on est sur une phase critique de la saison. Pendant les essais hivernaux, on fait les checks de base sur la voiture, on voit si elle marche bien, si les systèmes semblent fiables, et on a un petit aperçu de si elle est rapide ou pas. Autant vous le dire direct, l'objectif ce n'est pas la vitesse. Le but c'est de rouler le plus possible. Pour accumuler des données sur le comportement de la voiture, les analyser, d'en tirer les conclusions et d'avancer le plus sereinement possible vers le début de saison. Alors vous allez me dire oui mais les équipes ont déjà fait rouler leur voiture, on a vu les images. C'est vrai mais attention, c'était des jours de tournage. Sur ces shakedowns ils prennent des petites infos certes mais c'est des journées qui sont limitées, personne ne pousse sur les réglages, on fait de la promo et on roule le minimum. À Bahreïn ce week-end par contre, la musique sera différente. Les équipes voudront rouler au max, les pilotes voudront s'adapter à leur nouveau bolide. Autant vous dire qu'on va scruter le comportement des voitures, qui fait le meilleur chrono même si c'est pas le plus important, et surtout on va checker qu'il y a des soucis. Parce que dans ce genre de conditions là, tu perds une demi-journée, t'es foutu. 3 jours c'est rien pour préparer un début de saison, et ça les équipes en ont peur. Le moindre problème mécanique pendant les essais peut te faire perdre des semaines pendant l'année. Autant vous dire que le crash est proscrit. Y a rien de pire que de casser la voiture en essai de pré-saison, demandez à Pierre Gasly. Là tu casses le moral de ton équipe, direct. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le temps est limité, donc si tu casses, tu perds beaucoup de temps. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc tu vas perdre du temps sur le développement. Et ça, c'est très mal vu. Du coup, pression. Parce qu'en vrai, ça fait un moment qu'ils sont pas montés dans la voiture, nos amis. Alors ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, mais ça reste le pinacle du sport auto. Regardez ce qu'en a dit George Russell. Personnellement, je ne pense pas que 3 jours suffisent. Du point de vue du pilote, 1 jour et demi de test seulement, c'est trop peu. Nous avons eu la chance de faire les tests de pneus, mais si nous ne l'avions pas fait, ça aurait fait 12 semaines hors de la voiture d'Abu Dhabi à Bahreïn. Perso, je suis d'accord avec lui, mais bon, c'est la Formule 1 2023. Mais du coup, quand tu sais ça, si t'es rookie, t'as la pression. Donc messieurs Piastri, Sargent, De Vries, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant les gars, je vais vous donner 2-3 trucs à savoir avant de mater les essais, parce que je peux comprendre que ça paraisse peu accessible. D'abord, sachez que vous ne verrez qu'une seule voiture par écurie sur chaque session. On veut éviter au max le trafic, donc chaque pilote aura un maximum d'1 jour et demi de roulage. Les voitures peuvent rouler autant qu'elles veulent pendant les sessions, et elles ont accès aux 5 composantes de pneus de la gamme Pirelli. Et si pendant les essais vous remarquez des trucs un peu bizarres sur les voitures, ne vous inquiétez pas. La peinture, c'est pas une blague, hein. C'est de la peinture spéciale qui permet d'analyser le flux d'air sur la voiture. Et les Rakes, ces espèces de trucs chelous là, c'est des capteurs qui mesurent le flux d'air autour de la voiture. En gros, ils permettent de voir où va l'air après avoir heurté certaines parties de la voiture. Encore une fois, le chrono, faites gaffe. De toute façon, vous manquerez d'infos pour déterminer si le temps était bon ou pas. Surtout qu'on n'est vraiment pas à l'abri de voir ce qu'on appelle du sandbagging, hein. C'est-à-dire que les équipes font exprès d'aller moins vite pour ne pas dévoiler leur perf. En ce qui concerne les horaires, les sessions du matin auront lieu de 8 h à midi, et celles de l'après-midi se dérouleront de 13 h à 17 h 30. Je parle en heure française, bien sûr. 8 h 30 de roulage par jour donc. Vous serez servi. Vous pourrez mater tout ça sur Canal+, comme d'hab, et sur F1 TV si vous l'avez. Vous comptez regarder? Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que Red Bull va nous sortir. Parce qu'on les connaît maintenant. Eux, sortir une voiture digne de ce nom lors d'une présentation, ils connaissent pas. Bon, c'est de bonne guerre, hein. C'est ni les premiers, ni les derniers. Mais c'est vrai que cette année, ils y sont allés fort. Après, quand on y pense, c'est pas plus mal. Ça nous met un petit suspense. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de l'an dernier, mais cette voiture, quand elle est sortie du garage, il y en a plus d'un qui s'est retourné. Et oui, parce qu'elle arborait ces pontons si spéciaux là, auxquels on s'est habitué. Design qui a été largement repris aujourd'hui d'ailleurs. Donc pour les bleus, le vrai dévoilement c'est jeudi. Et j'avoue, je suis assez curieux de voir ce qu'Adrian Newey nous aura préparé. Parce que si l'an dernier c'était le seul à avoir vu venir le marsouinage, aujourd'hui la grille est censée s'être rattrapée. Donc entre la pénalité sur la soufflerie et le besoin d'innover, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont cuisiné.
On en a parlé dans ma vidéo sur le dévoilement de la W14. Sur ces 3 jours, Mercedes jouera gros. Et oui, parce que tout le monde s'attend à ce qu'ils rebondissent, ce qui ne sera pas facile contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Désolé pour le jeu de mots. Parce que mine de rien, Mercedes arrive de loin, donc difficile de dire qu'ils seront devant en un claquement de doigts juste comme ça. Le Marsouinage les a mis en galère l'an dernier, ils ont mis longtemps à comprendre leur concept sans ponton, donc ça part de loin. Alors le roulage de la semaine dernière s'est passé proprement malgré un léger souci moteur, mais chez Mercedes, on est quand même inquiet de n'avoir que 3 jours pour s'adapter à cette voiture. Regardez ce qu'en a dit Mike Elliott. Avoir seulement 3 jours d'essai cette année a 2 gros impacts. Le premier concerne la fiabilité. Si nous ne sommes pas fiables lors des essais, alors nous aurons un kilométrage très limité pour apprendre. Nous ne serons pas non plus en mesure de mesurer la fiabilité absolue de la voiture, car sur 3 jours, nous n'aurons pas beaucoup de kilomètres à parcourir. Le deuxième impact important est que nous devons utiliser notre temps limité aussi efficacement que possible. Nous devons apprendre au maximum pour déterminer comment tirer le plus de performance possible de la voiture et ce que nous pouvons apprendre pour alimenter les prochains développements. C'est donc ce que je vous disais en début de vidéo. D'ailleurs, chez eux, on remarque un petit trauma 2022. Normal. Du coup, il faudra les suivre très attentivement. J'ai aussi hâte de voir comment ça va marcher au niveau de l'aéro de cette voiture. Parce que si on regarde de près, il y a des choses intéressantes. Alors d'abord, la W14 garde un certain nombre de choses de sa devancière, comme les entrées verticales étroites pour les radiateurs, la grande surface de fond plat et l'utilisation de la 6 bar pour diriger le flux d'air vers le bas sur le haut des sidepods. Les contours du bas des sidepods ont été adoucis, aplatis vers l'avant et allongés vers l'arrière. Les sidepods ne se confondent plus distinctement avec le capot moteur, mais sont séparés par un élément de refroidissement qui transporte l'air expulsé des radiateurs et l'évacue à l'arrière, de part et d'autre de l'échappement. C'est ça qui a permis de réduire le besoin de grandes grilles de refroidissement sur le haut du sidepod, à voir s'ils gardent cette philosophie toute la saison. Après, il y a des évolutions mécaniques. La plus importante, c'est la suspension arrière, avec laquelle ils espèrent avoir moins de rigidité, qui était donc responsable en grande partie du marsouinage. Cette voiture est donc une évolution de sa devancière, que j'ai vraiment hâte de voir en piste. La Scuderia confirmera-t-elle les rumeurs? Vous êtes chaud de voir ce qu'ils vont donner là? Alors j'ai beaucoup parlé d'eux dans ma vidéo sur leur dévoilement, qui disons-le était de loin le meilleur, mais j'ai envie de m'attarder un peu sur les dernières nouvelles les concernant, ainsi que sur la voiture. Alors d'abord, Charles Leclerc a été dithyrambique sur l'intégration de Fred Vasseur au sein de son équipe. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai été très impressionné par sa façon de se présenter à l'équipe. Ferrari est très différente de ce que nous connaissions avant. Il a tout de suite compris comment l'équipe fonctionnait, il est très clair dans ce qu'il veut, il excelle à mettre les gens dans le bon état d'esprit et dans la bonne ambiance pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon bah très bien. Je parle de Fred Vasseur en premier parce que ces tests hivernaux pour lui, c'est un moment clé. L'équipe ne peut pas se rater, doit délivrer, rouler beaucoup et vite si possible. Alors je suis pas inquiet pour lui, mais il va avoir du challenge. Maintenant, cette voiture, parce qu'il y a des attentes. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Alors vous le savez, le souci de cette voiture, en tout cas celui qui a été rédhibitoire l'an dernier, c'est la fiabilité du moteur. Chez Ferrari, on a roulé en sous-régime à partir du double abandon de Bakou, et ça a été un gros problème. Du coup, ils ont bossé dessus, puisque les équipes peuvent travailler sur les moteurs malgré le gel quand on parle de fiabilité. Donc ça devrait pouvoir rouler à fond. Sachez aussi qu'on a vraiment procédé à une refonte du design de cette voiture, et c'est assez intéressant. Regardez ce qu'en a dit Enrico Cardile. Sur le plan aéro, nous avons augmenté l'appui vertical pour s'adapter encore mieux aux nouvelles réglementations et trouver le bon équilibre. La suspension a aussi été redesignée pour supporter l'aéro et augmenter les options de réglage. Les changements les plus évidents se situent au niveau de la suspension avant où nous sommes passés à une tige basse. L'aileron avant est également différent, tandis que la carrosserie est une version plus extrême de ce que nous avons vu la saison dernière. Au niveau des sidepods, on va garder la baignoire là qu'on avait l'an dernier. Elle fait bien son taf pour balancer l'air vers l'arrière là, comme on aime. Chez Ferrari, on n'imite pas Red Bull non plus au niveau du refroidissement et on garde les ouïes. Le nez est aplati et attention, l'aileron comporte ces petits séparateurs là, qui si vous vous en souvenez là, était interdit l'an dernier. Le truc c'est qu'aujourd'hui, quelques alinéas du règlement ont été changés, donc ça passe. Donc je trouve que cette voiture est très intéressante, mais elle devra vraiment confirmer sur ces 3 jours. Et le midfield du coup, comment ça va se passer? Parce que je sais pas si j'ai besoin de vous le rappeler, mais ça a été le point positif de la saison dernière. On a eu des batailles pour P4, P6 et P8 jusqu'au bout, et c'était magnifique. Donc de jeudi à samedi, je suivrai les équipes concernées. Alpine voudra se détacher de McLaren, Alfa Romeo voudra rester devant Aston qui ne pensera rien d'autre qu'à se battre pour plus haut. Avec son duo, As voudra continuer sa marche en avant. Bref, il va y avoir du combat. Et en vrai, perso, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le dévoilement d'Alpine, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est un vrai point d'interrogation parce que suite à la présentation de la voiture, beaucoup disent qu'ils pourraient jouer les podiums. Esteban Ocon a même dit qu'il voyait son ancienne voiture comme un jouet à côté de la nouvelle. Mais pourquoi du coup? Eh ben pour plein de raisons. D'ailleurs, faut que vous sachiez que la voiture est en dessous du poids limite. En gros, elle est fit et pour arriver à la limite, ils pourront la lester. Ensuite, on a installé un nouvel aileron avant plus plat. Le nez est maintenant attaché à l'aileron, ce qui donne plus de marge de réglage.
La suspension avant reste à poussant, mais elle a été modifiée structurellement, ce qui pourra jouer. Je vous passe les détails, mais ça jouera sur l'attitude de la voiture et la gestion du flux d'air qui leur donnera plus ou moins d'appui. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'ils avaient des soucis pour matcher les top teams, donc ça pourrait jouer. On a aussi repris le plancher ainsi que les radiateurs, et Alpine en a profité pour proposer un sidepod différent avec une vraie démarcation au milieu. D'ailleurs, ça le fait ressembler à celui de Ferrari. Chez Alpine, on a aussi complètement repris l'arrière de la voiture, notamment au niveau des suspensions, de tirant à poussant s'il vous plaît. C'est pas un petit changement. Bien entendu, comme Ferrari, ils auront amélioré la fiabilité moteur. Ce sera aussi chaud pour Pierre Gasly qui montera dans cette voiture pour la deuxième fois. Là pour lui, il faudra prendre le plus d'expérience, faire les meilleurs retours possibles et montrer qu'il est rapide. Aston Martin sera sous pression dès le premier jour de cette campagne de test, car l'un de ses pilotes ne sera pas présent. Et oui, Lance Stroll va rater les 3 jours de test à Bahreïn à cause d'une petite blessure qu'il s'est faite à vélo. Alors ne vous inquiétez pas, il va bien, mais pour lui c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Rater les essais, c'est vraiment très problématique quand tu dois te familiariser avec ta nouvelle caisse. Bon, c'est pas dramatique non plus et il devrait revenir rapidement, mais ça met la pression. Et en parlant de pression, c'est Felipe Drugovich qui va le remplacer sur ces 3 jours, et ça pourrait compter. Parce que le champion sortant de F2, il va avoir de sacrées responsabilités à porter. Avec les attentes qu'Aston va avoir sur cette saison, impossible de rater ses essais. Donc ce sera à double tranchant pour lui. S'il est bon, ça se verra tout de suite. Par contre, les erreurs seront difficiles à avaler. Du coup, souhaitons-lui que ça se passe bien. Dans tous les cas, ce genre d'opportunité n'arrive qu'une seule fois. Les Anglais seront donc inquiets, mais qu'en sera-t-il de leur voiture? Alors, cette AMR 23, la première de Dan Fallows, ex-responsable de l'aéro chez Red Bull donc. Là, on est sur un truc agressif. Comme l'Alpine, la voiture est au poids limite, et niveau aéro, c'est assez intéressant. Je sais pas si vous captez, mais elle ressemble énormément à la Red Bull de l'an dernier post-Monza. Surtout au niveau des sidepods et du capot moteur. En plus de ça, sur le sidepod, on va retrouver le jacuzzi à la Ferrari sur lequel on verra des petites ouïes aussi. Et ça m'interpelle un peu. Parce qu'il faut savoir que l'an dernier, la voiture a été limitée sur l'imitation de la Red Bull étant donné que le système de refroidissement n'était pas fait pour ce design. Sauf que là, tout a été repris de zéro. Donc j'imagine que ça devrait les aider. Le nez de cette Aston est plus fin et plus plat, un peu comme chez Mercedes. Et on a gardé les mêmes suspensions. D'ailleurs les gars, vous devez savoir que l'équipe semble très optimiste avec cette voiture. Je vous préviens. Alors je sais pas si c'est un excès de confiance déclenché par la présence de Fernando, c'est possible, mais ils ont l'air bien. On les suivra donc attentivement. Cette saison, McLaren doit se rapprocher du top 4, et ça commence dès jeudi. Les Oranges, ils se sont un peu ratés sur leur compréhension de la nouvelle réglementation, et ça s'est vu l'an dernier. Alors certains me diront qu'ils n'avaient qu'un pilote et je l'entendrai, mais attention, parce que cette voiture, elle était compliquée à conduire, elle était surtout difficile à comprendre, alors faut espérer que la MCL 60 sera plus facile. Alors cette voiture, de ce qu'on voit, c'est que c'est une évolution de sa devancière qui, disons-le, a été beaucoup développée l'an dernier. On a repris le bodywork de la voiture, mais on a changé les entrées d'air. Là, c'est pas les mêmes. Au niveau des suspensions, on est resté sur des tirants à l'avant et des poussoirs à l'arrière, et le haut du sidepod a légèrement évolué, tout comme la forme des radiateurs. Donc c'est vrai que si on compare à d'autres équipes, McLaren n'a pas énormément fait évoluer sa voiture. Après, on pourra en voir plus dès jeudi, et j'espère pour eux que ça marchera. Parce qu'en vrai, cette semaine, ils jouent très gros. Ça fait hyper longtemps qu'on les a pas vus devant. Ils se sont encore ratés l'an dernier. Ils doivent se rapprocher de P4 parce que faire la tortue comme ça, c'est plus possible. Si ça continue comme ça, j'en connais un qui va commencer à penser à se tirer. Ils ont déjà perdu Andreas Seidel. Norris, faut le garder. Donc ça sera critique. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner avec Piastri. Il va avoir pas mal de pression et s'il a le talent pour assurer, il sera scruté. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'objectif pour lui, ce sera de rouler. S'il casse, c'est très chaud et ça le mettra dedans direct. Bref, faudra les suivre. Je termine cette vidéo sur un petit point sur la saison 5 de Drive to Survive qui sort vendredi. Parce que je me dis qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendent, et je comprends. La saison 2022 a été une saison de F1 intéressante malgré la temporalité, c'est-à-dire que le championnat a été plié beaucoup trop tôt, mais je pense que les coulisses ont été croustillantes. Rappelez-vous, il y a eu un scandale chez Ferrari, des tensions dans l'équipe, l'affaire Piastri, la fin de saison de Daniel Ricciardo, le titre de Max bien entendu, d'ailleurs il fera son grand retour dans la série, bref je pense qu'on va kiffer. Après attention, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas Drive to Survive, pour vous c'est trop surfait, c'est superficiel, parfois romancé tout ça. Je suis absolument d'accord avec vous. En fait je pense qu'il faut arriver à apprécier cette série comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une vitrine de la F1. C'est un produit marketing destiné à faire venir de nouveaux fans, et un moyen de vous donner envie de regarder la F1 avant ce début de saison. Du coup ne comparez pas ça à un doc de Canal sur la saison dernière. Voyez ça comme un kiff complémentaire. Dites-vous que c'est relou qu'il romance, mais que c'est comme ça. Ce que je vois dans cette série, moi perso, c'est un moyen de me lancer dans la saison en passant un bon moment. De voir des scènes de coulisses que j'avais pas vues, notamment dans les petites écuries, et tout simplement de faire monter le momentum vers le 5 mars prochain. Donc oui, perso, j'ai hâte de mater ça. D'ailleurs, on en parlera dans Pole Position samedi à 14 h sur la chaîne YouTube de Winamax. À bon entendeur. Vous allez regarder cette saison 5 ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer sur ces 3 jours. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!